nous devrions impacter sur la vie de nombreuses femmes. Ce récit que je suis en train de vous lire n'est pas une fiction, mais une pure réalité. Cette histoire que je m'en vais vous raconter est une pure réalité. C'est la vie d'une personne qui a vécu, souffert et a voulu extérioriser ce qu'elle a vécu comme histoire. La vie m'a éprouvée durant de longues années. Elle m'a forgée depuis mon tendre enfance. C'est en effet en bas âge que j'ai été éloignée de mes parents qui vivaient à Podor. Quand j'avais l'âge d'aller à l'école, ils m'ont amenée dans le village d'Ngaoulé, chez mon homonyme, qui devait se charger de mon éducation. Cette dernière, qui devait se charger de mon éducation, était une brave dame qui a été d'une bienveillance remarquable à ma personne. C'est le lieu de lui rendre hommage pour s'être occupée de moi comme sa propre fille, ce qui n'est pas du tout évident. Je suis restée avec elle jusqu'à l'obtention de mon entrée en 6e. Malheureusement, le village ne disposait pas de collège pour que je puisse continuer mes études. J'ai été obligée de retourner à Kaolack auprès de mes parents, mais à chaque fois que j'avais des vacances scolaires, mon père me demandait de retourner chez mon homonyme, car il m'avait déjà donné à celle-ci. Ma tante maternelle, d'ailleurs, à l'époque, je ne m'étais pas bien familiarisée avec cette dernière, la dame, mon homonyme en quelque sorte, et je ne m'étais pas aussi familiarisée avec ma mère et mes frères, ce qui n'était pas du tout évident. J'étais vraiment épanouie, mais le destin va s'acharner sans répit quand je faisais la classe de 5e. Mon homonyme va décéder. Une tragédie bouleversante qui va être obligée de s'infliger dans ma vie et va m'obliger à retourner chez mes parents pour y continuer mes études. Hélas, quand je suis arrivée en 4e, je vais perdre mon père. Un grand malheur qui s'abat sur moi. Quand mon père décédait, j'étais son aîné, la fille aînée de la famille. J'avais aussi des demi-sœurs et frères, mais on était tous mineurs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'emploi. Ils ne pouvaient pas survenir à leurs besoins ni aux besoins de leur maman. C'était leur père qui travaillait et faisait tout en sorte que la famille aille bien et que nous ne manquions de rien. Pour preuve, dans notre quartier, nous étions les premiers à avoir une télévision, c'est-à-dire tout le monde venait chez eux pour regarder la télévision. La perte de leur père, la perte du père de famille, leurs affaires vraiment étaient catastrophiques. Nous vivions, c'est la même personne qui raconte toujours son histoire, nous ne vivions qu'avec la modique pension, mais à cause d'une erreur survenue sur les documents de ma tante, on était resté plus de 4 mois sans salaire, c'est-à-dire sans le versement du pension du père. Et au 5e mois, quand ma mère avait commencé à percevoir, elle divisait le salaire en deux. En quelque sorte, la polygamie, on est obligé de vivre avec. C'était devenu très compliqué. On tirait le diable par la queue. Pour vivoter, ce n'était que le début en réalité. Peu de temps après, le cousin de mon père, qui nous avait aidés dans les démarches, décéda aussi. Cette épreuve accentua notre mal-être. Mais malgré tout, je continuais mes études. Un jour, un homme que je ne connaissais pas vint chez moi, accompagné du fils de l'imam du quartier, pour demander ma main. J'étais désarçonnée, car j'étais uniquement concentrée sur mes études. Mais ma mère me demanda d'accepter la proposition. Ah, mon calvaire! Continua encore et encore. Après le mariage, je rejoins mon mari qui vivait dans une très large famille. À mon âge, un si jeune âge, je devais cuisiner au quotidien 5 kilos de riz par jour. Ma belle-mère, qui avait une gargote, me donnait chaque jour une pile de vêtements à laver
Je trimais aussi jusqu'à l'accouchement de mon fils, de ma fille aînée, qui est survenue au moment des examens de baccalauréat. J'avais déjà fait des anticipés, mais après, j'avais commencé à avoir des menaces. Et le jour des épreuves, j'étais sur un lit et les médecins m'avaient dit que je ne pouvais pas aller faire un examen. Uniquement parce que cette dernière a subi une atroce douleur, une souffrance familiale venant de sa belle famille, des belles-sœurs et toute la famille réunie. Mais aux yeux de son mari, qui est resté bouche bée de cette douleur qu'on lui faisait infliger. Je retournais le mari lui a demandé de ne pas mettre le bol sous la véranda parce que les mouches risquaient d'envahir le bol. Comme toute femme soumise et femme sénégalaise, elle était obligée de suivre les conseils de son mari. Elle a suivi à la lettre les instructions de son mari et a décidé de ne pas mettre le bol là où le mari ne voulait pas. Mais malheureusement pour elle, la belle-mère a dit à cette femme que c'est moi qui donne les ordres à la maison et je veux que le bol soit retourné de là où tu as interdit le mari. Elle a mis le bol là-bas et ils ont commencé à manger, tellement elle était pressée de manger parce qu'elle ne voulait pas que le mari leur trouve là-bas. Après avoir fini, elle a décidé de lever le reste des bols et de là a commencé le vrai trajet. Le mari répliqua et lui demanda « Je t'avais dit de ne plus mettre le bol parce que les mouches risquent d'envahir ici. » Au moment où la femme voulait répliquer, celui-ci l'a donné un coup de pied au ventre alors qu'elle était au mois éloigné de sa grossesse. Elle était évanouie, évacuée aux urgences et le mari continuait aussi à l'arroser de coups jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse et fut évacuée aux urgences. C'est cette fille-là aujourd'hui qui rappelle à sa mère, une brave dame qui ne voulait rien d'autre qu'être une femme de ménage soumise, qui a été torturée. Malgré tout, sa famille n'était même pas au courant des tortures et des menaces qu'on lui faisait infliger. Elle était obligée de rester bouche bée. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, il y a dans les femmes et belles familles, dans les familles, qu'on considère la femme comme une machine de reproductrice. Alors, elle a voulu subir tout ça parce qu'elle mettait tout le temps ses enfants au devant de la scène. C'est cette fille qui me rappelle un terrible souvenir, qui a eu son BFM en étant en première du centre au BFM. Personne de sa famille n'était au courant de ce que j'endurais. C'est seulement après son divorce qu'elle a eu à faire le récit de l'enfer qu'elle a eu à vivre dans sa belle famille. Chères femmes, nous ne sommes pas seulement des machines de reproductrices. On est appelés à être des leaders. Et le leadership n'est rien d'autre qu'être devant la scène, dire présent quand il le faut, et aussi soumise en ayant les diplômes qu'il faut. Applaudissez-vous, on est belle, on est une quintessence, on est l'Afrique, on est la société, et on n'est rien d'autre qu'une mère, aussi sacrée que ça puisse paraître. Disons tout le temps que ça, je peux le faire, et personne ne le fera à ma place. Et merci.